Très bien, mais merci à tous d'être venus pour cette nouvelle soirée de présentation des éditeurs en Nouvelle-Aquitaine. Si le milieu il sera mieux. Et donc, vous connaissez le principe. Nous présentons une maison d'édition de Nouvelle-Aquitaine. Il y en a 220 ou 225 dans la région, Nouvelle-Aquitaine, ce qui est beaucoup. Donc, on a encore quelques années devant nous pour vous les présenter toutes, si on y arrive un jour. Et puis, c'est l'occasion également de mettre en valeur, de mettre en évidence un des ouvrages publiés par cette maison d'édition. Ce soir, nos invités sont les éditions Elitis, E-L-Y-T-I-S, avec son directeur, son créateur, fondateur, enfin il va nous le dire tout à l'heure, Xavier Mouginet, et puis également deux auteurs d'un livre qui s'appelle Trans-Sibéria, de la traversée de la Terre qui dort, Éléonore Levieux et Vincent Roel, qui ont fait ce voyage de Saint-Pétersbourg à Pékin en 2015. Donc, ils vont nous expliquer tout ça. Vous savez qu'on consacre une première partie de l'heure que nous allons passer ensemble à présenter la maison d'édition, à expliquer un petit peu ses différentes activités, son histoire, ce qui a poussé le créateur à se lancer dans ce métier. Et puis, dans un deuxième temps, nous parlerons plus directement et plus profondément du livre que nous avons choisi de mettre en évidence ce soir. Donc, Xavier Mouginet, les éditions Elitis ont été créées en 2003. Je vais vous dire tout à l'heure que vous alliez fêter ou que vous aviez fêté les 20 ans d'édition, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça. Non, ce serait trop simple. Bon. Ce serait trop simple. Alors, vous allez nous dire non, en l'origine de cette... L'origine, c'est 92 en fait. 92, c'était au départ une société qui travaillait dans la photocomposition et la photogravure. C'est deux métiers qui ont été sérieusement endommagés par l'arrivée du numérique et de nouvelles technologies qu'on appelle dans le cadre de la fabrication des livres le CTP. C'est le computer to plaque. Et en fait, c'est des métiers qui ont disparu parce qu'auparavant, quand on faisait un livre, on faisait un fichier informatique. À partir de ce fichier informatique, on envoyait ça à l'imprimeur qui gravait des films, c'est-à-dire qu'il y avait des films transparents, 4 films transparents pour faire les 4 couleurs de tout le spectre présent dans des livres en couleur. À partir de ces films, on gravait des plaques d'aluminium qui sont ensuite insérées dans les rotatives, les machines, pour pouvoir imprimer. Et ce métier le métier qui consistait à faire des films a totalement disparu du fait de l'apparition de cette technologie qui s'appelle computer to plaque, c'est-à-dire on fabrique maintenant des livres sans passer par cette opération de fabrication de films. On passe directement du fichier informatique au gravage des plaques. Voilà, donc c'est un métier qui a disparu. Donc on peut parler d'une reconversion ? Non, c'était une évolution. On avait senti le coup venir et donc on avait commencé à travailler dans les livres. Et c'est vraiment en 2005, on va dire 2003-2005, qu'on a commencé à produire des livres. Et puis une maison d'édition, il faut considérer que c'est vraiment, c'est une entité qui est vivante. C'est jamais figé. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est une entreprise culturelle. Donc, on a beau travailler dans les mots, comme toutes les sociétés, à la fin de l'année, ce sont les chiffres qui parlent davantage que les mots. Parfois mal, mais parce que c'est un secteur complexe. Donc, il faut pas perdre de vue tout ça. Mais donc, c'était une évolution. On a commencé à publier des livres. Et donc, c'est un organisme vivant, une maison d'édition. On publie, on tâtonne, on cherche des idées, on produit des projets aussi. Il faut considérer que le travail d'une maison d'édition, c'est pas seulement de recevoir des manuscrits par la poste en attendant la perle rare. C'est de susciter nous-mêmes nos propres projets éditoriaux. On peut, alors ça c'est valable quand on travaille sur une thématique qui est bien précise. Nous, en l'occurrence, vous avez choisi une thématique. Nous, c'est le voyage. On travaille essentiellement sur la thématique du voyage, l'histoire aussi, la grande histoire du monde, et puis on va dire tout ce qui est nature et écologie nous touche beaucoup.
Donc on travaille, mais c'est surtout la thématique du voyage. Donc on peut très bien se dire, ben voilà, en 1959, il y a eu la révolution cubaine, donc pourquoi pas essayer d'imaginer un livre en 2029 pour l'anniversaire de la révolution cubaine. Et dans ce cas, ce qu'on fait, c'est que on va se mettre en quête d'un auteur, on va aller chercher un illustrateur si on imagine faire un livre illustré, on va construire le projet éditorial de A à Z. Et l'activité d'une maison d'édition, ça peut être beaucoup ça, de susciter nous-mêmes nos propres projets éditoriaux sans attendre de recevoir des manuscrits qui vont vraiment correspondre à ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'en une vingtaine d'années, vous avez édité combien d'ouvrages ? On a un catalogue d'à peu près 300 titres. 300 titres, et sur les 300, il y en a pas mal qui sont épuisés, donc on peut dire qu'il y en a 150 qui sont actifs. Voilà. Et pourquoi avoir choisi cette thématique du voyage ? Et pourquoi pas ? Alors, ça, c'est unique, c'est par goût personnel. Moi, je crois que profondément, quand on monte un projet de structure éditoriale où il faut avoir une idée très précise de ce que l'on va faire. Et d'ailleurs, vous disiez 225 maisons d'édition en Nouvelle-Aquitaine. Alors, c'est vrai et faux. C'est vrai dans la mesure où il y a en effet 225 structures qui sont enregistrées pour pouvoir faire des livres, mais en réalité, il n'y a pas 225 structures qui ont une actualité éditoriale régulière et surtout qui ne font que ça. Voilà, qui font que ça, c'est-à-dire que c'est un vrai travail. Et donc, pourquoi le voyage ? On se rend compte, en effet, au niveau régional, et c'est même valable à l'échelle nationale, c'est que les maisons d'édition qui ont réussi, entre guillemets, sont les maisons qui avaient une forte identité, qui ont réussi vraiment à avoir un vrai projet éditorial. Je pense par exemple à Gaïa, dans les Landes, qui est une maison d'édition qui s'est orientée tout de suite vers, qui avait décidé de faire que de la littérature scandinave. Le constat, c'était que il y avait très peu de livres de Scandinavie qui étaient traduits. Donc la fondatrice a décidé de se concentrer là-dessus. Et c'est un projet éditorial qui a bien fonctionné. Elle a été rachetée depuis par Actes Sud, mais c'était il y avait une vraie identité derrière ce projet-là. Et je crois que c'est vrai encore plus aujourd'hui. Les maisons d'édition qui réussissent qui perdurent, sont les maisons d'édition qui avaient initialement un vrai projet éditorial. Et alors, c'était un projet et une idée personnelle ou un projet et une idée d'équipe ? C'était un projet lié à l'engouement que moi j'avais aussi pour la thématique du voyage. Moi, j'ai toujours beaucoup voyagé. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont fait beaucoup voyager. Donc, du coup, c'est une thématique qui me touchait beaucoup. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, sachant que c'est pareil, il n'y a pas énormément de structures éditoriales en France qui font à 100% du livre de voyage, sans parler des guides et des guides touristiques et de la cartographie, quoi. Mais des vrais projets de ce type-là, beaux livres sur la thématique du voyage avec de l'iconographie, des illustrateurs, des photographes, on est assez peu nombreux en France. Oui. Et vous avez plusieurs collections. On peut dire ça, mais en réalité, on est très très axé sur les beaux livres. C'est-à-dire que c'est une collection en soi. Le problème, c'est que chaque beau livre a sa propre identité. Nous, on essaie de s'adapter vraiment au projet éditorial ou de construire, comme je disais au début, nous-mêmes nos propres projets éditoriaux. Donc, on ne sait pas le beau livre, c'est pas comme un livre de littérature. Il faut pas qu'il soit identifié dans le cadre d'une collection. Il a sa vie de manière totalement autonome. Je pense à, par exemple, un projet qu'on a fait qui s'appelle Carnet de Chine, qui est le plus grand livre que l'on ait fait, qui faisait 30 cm par 40, donc un livre tout en hauteur très grand. Et pourquoi on l'a fait comme ça ? Tout simplement parce que l'auteur a fait ses propres carnets de voyage dans ce format-là, qui était 30 cm par 40. Donc on s'est dit, c'est tout à fait pertinent de reproduire exactement, de faire le même livre que ces carnets de voyage. Donc chaque beau livre a sa propre identité. Et c'est en ça que c'est pas vraiment amalgamé comme une collection, j'ai envie de dire. Mais vous faites aussi des livres de poche.
Alors, on a des petits formats, une collection qui s'appelle Grand Voyageur, qui s'intéresse au récit, plus à l'écrit qu'à l'iconographie. Mais le cœur, ce qui nous plaît, c'est de travailler sur l'image, quoi. C'est vraiment sur la quinzaine de titres qu'on sort tous les ans à l'échelle nationale et dans les pays francophones, il y a une bonne dizaine, une douzaine qui sont des beaux livres, en fait, de ce type-là, du type de Transsibéria. Et puis alors, il y a parfois des escapades dans les vignes. Alors oui, ça c'est par goût de la chose goût personnel. C'est un petit peu hors sujet, on va dire. Mais ça existe quand même dans votre catalogue. Oui, ça existe. Mais disons que c'est plus lié au terroir, on va dire. Le fait, je suis pas sûr que si on avait été à Brest, on aurait eu la même ambition. Oui, mais voilà. C'est pas seulement sur le vignoble bordelais. Alors si j'ai bien vu votre catalogue. Absolument, vous avez bien vu. Mais je pense que ce qui est étonnant, c'est que quand on est à Bordeaux, quand on grandit ici, finalement, on se rend pas compte à quel point on a du vin qui coule dans le sang. C'est-à-dire qu'on est entouré de vignes, on est habitué à ces paysages, on boit du vin, on a cette culture-là, mais on se rend pas compte à quel point on est, je pense, différent d'un Brestois, pour pas dire, ou d'un Strasbourgeois, par exemple. Enfin, Strasbourg, encore que on est quand même, on est en Alsace. C'est pas le bon exemple. Donc, vous vous êtes senti obligé de faire parler du Bosc, les Catiards, etc. Alors voilà, les grandes personnalités. L'idée de cette collection, c'était de conserver la mémoire de grandes personnalités du vin. Alors que ce soit des propriétaires, des dégustateurs, des œnologues, avant que ces grands vignobles soient rachetés par des fonds de pension, des assureurs, etc., et qui deviennent totalement désincarnés. Donc du coup, on a en effet sollicité les vignerons emblématiques qui sont encore dans des histoires familiales de transmission de goût du vin de génération en génération. Alors, pour en venir au catalogue général et à votre fond de livres, faut qu'on y aille. Non, mais nous on reste, on a le droit de rester plus longtemps. Je trouve vous avez un certain tropisme, asiatique. Alors oui, mais c'est pas volontaire. C'est pas volontaire dans le sens où quand on a commencé à s'intéresser à cette thématique du voyage, il se trouve qu'on a reçu beaucoup de projets. On a eu beaucoup de projets autour de la Chine, notamment, à une époque où, en effet, il y a une vingtaine d'années, la Chine était très tendance. On voyageait beaucoup plus facilement en Chine il y a une vingtaine d'années qu'aujourd'hui. Donc on a eu pas mal de projets et on s'est intéressé très vite aussi à l'histoire de la colonisation et notamment du Vietnam, l'Indochine. On a eu beaucoup de projets et c'est des projets qui nous plaisent beaucoup à réaliser parce que justement c'est des projets qui mêlent la thématique du voyage, qui mêlent souvent un fond historique avec une iconographie qui est souvent qui n'a jamais été publiée parce que souvent, ce sont des fonds photographiques privés, par exemple, que l'on exploite dans ces livres-là. Donc, on a eu beaucoup de projets liés à ça, liés à la Chine, l'Indochine, à ces territoires-là. Et en effet, mais de fait, on a pas mal de titres sur ces sujets-là et sur le Japon aujourd'hui. Sur le Japon qui, à l'inverse, aujourd'hui, a pris un peu le dessus sur la Chine, puisque maintenant, il y a une japonophilie en France très exacerbée. Mais c'était pas une volonté de notre part. On s'intéresse aussi bien à la Namibie ou à la Bolivie qu'au Japon ou à la Corée du Sud. Oui, encore que sur le continent américain ou sud-américain. On a peu de choses. Peu de choses. C'est vrai. Peu de choses. C'est vrai. Alors comment se passe votre travail ? Vous sollicitez des auteurs ou bien on vous envoie des projets, on vous adresse des projets ? Vous êtes maintenant suffisamment connu comme éditeur de voyage pour recevoir des contenus? Oui, on reçoit, mais c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on attend de recevoir le sujet qui va nous toucher, qui va être bien rédigé, on peut attendre longtemps, quoi. Donc on a pris l'habitude. Et maintenant, on a un vivier d'auteurs assez conséquent, donc on peut aussi solliciter des auteurs qu'on a déjà fait travailler sur des sujets à venir, ça c'est tout à fait possible. Donc on a plutôt tendance à susciter nous-mêmes nos propres projets éditoriaux.
Voilà. Et en 2024, par exemple, on a un grand projet. On a une treizaine de titres qui sont en cours. Donc, c'est des ouvrages sur lesquels les auteurs travaillent en ce moment pour des parutions qui débuteront au mois d'avril-mai prochain. Et l'idée, ça a été de se dire, justement par rapport en observant ce qui se fait, les tendances de voyage, les fonds, la bibliographie qui existait sur ces sujets, on s'est dit que ce qui serait intéressant, c'est de raconter un territoire par mots-clés. C'est-à-dire que on va, par exemple, se dire, on va faire un livre sur la Corée du Sud. Et on va raconter la Corée du Sud à travers 150 à 200 mots-clés qui, selon l'auteur, racontent sa Corée à lui. Puisque le postulat de départ, ça a été de solliciter des auteurs qui sont pratiquement essentiellement, qui habitent dans les territoires que l'on va traiter. Donc on va faire, c'est une collection qui va s'appeler Visa pour le monde. On va faire un visa pour la Corée du Sud, un visa pour la Namibie, un visa pour l'Écosse. Et l'idée, c'est de raconter le territoire à travers des mots-clés. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve, parce que l'idée, c'est d'aller au-delà, évidemment, du guide touristique. On va pas faire des guides du routard en donnant des idées d'endroits à visiter. L'idée, c'est d'enrichir ça, de faire appel à la curiosité du voyageur. C'est-à-dire que le voyageur qui décide de partir en Namibie, la bibliographie est très pauvre. Il y a très peu de choses sur la Namibie, par exemple. Vous allez pouvoir acheter le guide du routard, le Lonely Planet, etc. Mais après, la bibliographie est très pauvre. Et donc, on s'est dit, un lecteur qui veut aller au-delà de son guide du routard, de son guide touristique, qu'est-ce qu'il a à disposition? Rien. Donc, on va essayer de combler ce vide en proposant un ouvrage qui raconte la Namibie à travers des mots-clés par un personnage, par un auteur qui habite depuis 20 ans là-bas. Donc, il y a une vraie érudition, une vraie connaissance du terrain. Qui n'est pas forcément un national du pays. Non, qui peut être, qui est souvent justement un expatrié français. Il faut qu'il soit francophone. Évidemment, voilà. C'est souvent des expatriés, mais qui ont une vraie connaissance du terrain. C'est ça qui est intéressant. Donc vous avez une liste de 13 pays. On a 13 titres qui vont paraître vous allez sortir les 13 livres tout au long de l'année Absolument. On va avoir une cadence comme ça de 4 à 6 titres tous les trimestres, on va dire, pour avoir très vite une collection qui soit conséquente. Et certains connaissent peut-être, en matière de voyage, il y a une collection qui s'apparenterait un peu à ça, qui s'appelle les Dictionnaires insolites, qu'a publié Cosmopole. Et la grosse différence que l'on a, c'est qu'à la fois, on va d'abord, par rapport à cette collection, on va faire un vrai objet livre qui va être très chouette, c'est-à-dire qu'on va imprimer ça sur une carte en papier craft de 300 grammes, assez rigide, et on va faire une première impression quadri sur la couverture et une deuxième impression en sérigraphie pour avoir toujours la même couleur à certains endroits de la charte graphique. Et surtout, quand on va ouvrir le livre, alors il a 2 bords ronds, quand on va ouvrir le livre, ça va être un petit format, on va pouvoir déplier une carte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est le gros point fort de cette collection-là, ça va être cette carte-là qui va permettre de lire l'ouvrage, de lire ces mots-clés sous forme un peu ludique, d'instantané, de mots qui racontent le territoire. Et à chaque fois qu'il va y avoir un toponyme cité, un nom de ville, un nom de région, il va être reporté sur la carte. Et donc on va pouvoir comme ça se reporter en permanence à la carte qu'on aura sous les yeux en même temps qu'on fait la lecture. D'accord, c'est passionnant. Donc ça, voilà, ça fait partie des projets. Et l'édition, c'est ça. L'édition, c'est pas tant recevoir des manuscrits par la poste et attendre que ça se passe. C'est là où ça devient palpitant, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut imaginer pour demain, quel projet on peut faire, quoi. Et c'est pas du tout certains. Quand j'ai fait quelques rencontres en évoquant ce sujet-là, et certains lecteurs, certaines personnes étaient presque choqués, se disant mais c'est une commande. Oui, c'est une commande. Mais Mozart, quand il composait des symphonies, c'était des commandes aussi. Hein. C'est pas du tout. C'est pas parce qu'on passe une commande à un auteur que c'est pour autant que ça va être de mauvaise qualité, dégradant, etc. Non, on fonctionne souvent comme ça. Donc rendez-vous en 2024. À partir de 2024, avril. 2024. Ouais. Pour ces visas pour le monde. Objet. Ouais, ça va être de bels objets, absolument. D'accord.
toute petite question d'ordre économique. Combien de personnes dans votre maison d'édition? Alors, vaste sujet, ça. Pourquoi? Bon, parce qu'en fait, on est nombreux à travailler, mais il y a beaucoup de bénévoles. D'accord. C'est ça aussi. Nous, on est 3, tout simplement. Il faut considérer que c'est un secteur qui emploie très peu de monde, les maisons d'édition, parce que c'est un secteur complexe, où il y a alors, quand on a envie d'être optimiste, on parle de bibliodiversité, et quand on a envie d'être catastrophiste, on dit que c'est l'overdose de livres. Il y en a trop, voilà. Et en fait, les deux sont vrais, mais économiquement, ce qui est surtout vrai, c'est que en effet, il y a beaucoup trop de livres, voilà. Donc, du coup, évidemment, les éditeurs ont plus de mal à en vivre, les auteurs, évidemment, ont aussi plus de mal à en vivre. Toute la chaîne du livre. C'est un système qui date depuis des années, sur lequel on a beaucoup de mal à revenir. Et d'autant plus qu'on est en ce moment dans un phénomène d'hyper-concentration de l'édition. Ça, d'une part, et il faut aussi savoir... la distribution aussi. Distribution, l'édition, et il faut aussi considérer que les ventes, chaque année, se concentrent sur un nombre de plus en plus réduit de titres. C'est-à-dire que tout le monde achète Marc Lévy, tout le monde achète Guillaume Musso. Vincent, c'est voilà. Donc, les ventes se concentrent sur un nombre de plus en plus petit de titres. Et je ne sais pas si une dernière statistique qui est intéressante, c'est si vous savez le nombre de livres qui sortent en France tous les ans, tous genres confondus. Quelques milliers. Alors, on a dépassé les 100 000. C'est-à-dire qu'il y a plus de 100 000 livres avec un ISBN. Alors, tout genre confondu. Ça peut être un livre de cuisine, un manga, un livre universitaire. Mais on dépasse les 100 000, c'est-à-dire que c'est plus de 300 tous les jours. Voilà, il y a 300 livres qui sortent tous les jours en France, ce qui est colossal. Et on est dans la moyenne européenne. Hein. C'est pas... Voilà. Mais c'est évidemment beaucoup trop. Voilà. Je vous pose une dernière question, et puis je poserai la même tout à l'heure, enfin aussitôt après à vos deux auteurs. Quelle est votre définition du voyage? Joker. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez un grand voyageur. Ça fait des années qu'on réfléchit qu'on travaille sur ce sujet-là, qu'on est immergé là-dedans. Il y a eu 1000 définitions. Il y a eu 1000 définitions sur le sujet. Il faut lire Bouvier. Il y a Ella Maillard qui disait les livres, ça ne vaut rien. Il faut aller voir. Les livres, ça ne vaut rien. Il faut aller voir. Bon, ça peut être une définition du voyage aussi, féminin d'ailleurs. Et vous dites comme Gérard de Nerval, je voyage pour vérifier mes rêves? Ça pourrait aussi. Ouais. Ça nous dispense maintenant de voyager vraiment, du coup, de travailler sur le thème du voyage. Donc maintenant qu'on commence à se faire vieux. Mais non, il y a eu 1000 travaux là-dessus, donc ce serait trop compliqué en quelques secondes d'évoquer le sujet. On vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Voilà. Et Léonore, alors, quelle est votre définition du voyage, vous? Allô? Ça marche. Bon, hein. Pardon. Une question assez complexe. Je crois que j'ai donné une définition dans le livre et je m'en souviens absolument plus. J'en ai beaucoup parlé justement dans ce livre-là parce que c'était... en fait, je pense que j'ai une vision du voyage qui a vachement évolué au cours de ma vie. Je suis issue d'une famille de voyageurs et j'ai grandi à l'île de la Réunion, donc j'ai toujours été entre les tropiques et l'Europe. En passant par l'Afrique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, le voyage, c'est essayer de comprendre vraiment et de s'immerger dans d'autres cultures et accentuer en fait notre compréhension du monde de manière assez profonde en fait. Je veux pas rester en surface. Je veux plus faire des voyages juste pour passer dans un endroit et me créer des souvenirs. C'est pour ça qu'on fait ces projets-là avec Vincent. Et vous, Vincent? Le Joker. voyage, pourquoi vous voyagez? Non, ça a déjà été dit. Non. Non, alors ce qui est marrant, c'est que en fait, on conclut dans mes souvenirs le livre là-dessus, justement, sur le... Oui. Moi, il y a un livre qui m'avait beaucoup marqué, c'était un livre de Lévi-Strauss qui s'ouvrait par la fin des voyages. Et lui, c'était une réflexion du type anthropologique, ethnographique, qui était assez différente, mais il y avait cette question comme ça d'en finir peut-être avec une vision un peu romantique du voyage et d'aller chercher autre chose. Et c'est vrai que le type de démarche dans lesquelles on peut se lancer, c'est un peu de cette nature-là, c'est-à-dire
tenter en tout cas d'échapper à toute forme de folklore, essayer d'avoir une forme d'objectivisme, si tant est que ce soit possible. Découvrir des choses, ne pas être crédule non plus sur nos limites, parce que évidemment faire un livre sur le transsibérien, ça fait pas de nous des experts de la Russie, quoi. Donc le voyage, je dirais que ça permet peut-être de se confronter à l'altérité surtout, de déplacer ses habitudes, de déplacer ses manières de percevoir le monde, et puis voilà, peut-être tout simplement de lire le monde à travers les yeux d'autrui si on est assez réceptif et ouvert à ça. Mais vous êtes, je cherchais à vous définir en lisant votre ouvrage. Vous êtes des routards, vous êtes des sociologues, des ethnologues, vous êtes, comment vous qualifiez ? Vous avez une formation artistique, vous, je sais. En fait, la particularité, c'est vrai qu'à la base, quand on avait rencontré Xavier, on n'est pas des auteurs. Initialement, moi, je suis plasticien. J'enseigne aussi, donc je suis professeur à l'université à Bordeaux. Et Léonore est architecte. Et on avait monté un collectif en 2014 autour de projets liés au déplacement. Donc c'était vraiment la question des mobilités qui était à la base de nos projets. Mais les premières choses qu'on avait fait, c'était absolument pas des livres. Et alors c'est quand même intéressant de raconter l'anecdote. C'est marrant de se retrouver là aujourd'hui, parce que le premier livre qu'on a fait avec Xavier, c'était en 2021. Ça s'appelait Michi. Et à la base, Michi, c'était une exposition, pas du tout un livre. Et ce qui est assez rigolo, c'est que c'était en promenant justement dans cette bibliothèque, au premier étage, en allant fouiller un peu dans les livres, que je suis tombé sur un livre de lapin au Japon. Je me suis dit, mais c'est vraiment super ce bouquin, ça a l'air intéressant sur la forme. Donc j'étais rentré à la maison, j'avais regardé un peu sur Internet, j'étais tombé sur des interviews de Xavier, et je me disais, mais là, ça colle étrangement bien avec la ligne éditoriale. Et donc le projet qui à la base était une exposition est devenu un livre. Et ça nous a donné envie d'en faire d'autres. Voilà. Nous vous remercions de votre visite et vous souhaitons une agréable soirée. On reste. Il faut vraiment qu'on y aille. Nous restons. Et oui, c'est un premier livre qui est fait, mais ce livre-là aussi a donné lieu à Alors ce livre-là, une exposition. Ouais, mais ce livre-là, il est très différent dans la mesure où il a été pensé comme un livre dès le départ. C'est le fruit des échanges avec Xavier, parce que finalement, nous, on avait une connaissance extrêmement limitée de ce qu'était le milieu éditorial. Même aujourd'hui, je pense qu'on a des connaissances assez lacunaires sur le fonctionnement du livre. Mais ça nous a permis, en tout cas, je dirais qu'il y a une forme d'échange intéressante sur la forme du livre, sur la maquette, comment présenter l'ouvrage. Alors c'est vrai qu'on leur fait entièrement confiance parce qu'ils ont l'habitude d'en faire beaucoup plus que nous. Mais c'est vrai que le contenu a été pensé pour cette fois-ci, en tout cas vraiment comme un ouvrage, même si à la base, étrangement, c'était une exposition aussi. Mais on est revenu dessus beaucoup plus tardivement. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un voyage de Saint-Pétersbourg à Pékin que vous avez effectué en 2015. Exactement, oui. Oui. Mais à ce moment-là, vous aviez déjà, donc, c'était destiné pour publication en 2015. Pas du tout. Non, c'était une exposition à Paris qui est restée dans les cartons. Et en fait, rien de cette exposition n'est présent dans le livre. Alors, et qu'est-ce qui a déclenché le fait c'est l'éditeur qui a dit maintenant vous allez faire un livre? Alors il a pas passé commande. Hein. Non, en fait C'est vous qui lui avez proposé? On a la chance. Enfin, j'espère que ça continuera, hein, qu'il nous fasse confiance. C'est-à-dire, en gros, j'ai appelé Xavier, je lui ai dit, voilà, on a ce projet, on pense à en faire un livre. Est-ce que ça t'intéresse? Il m'a dit oui, et puis voilà. C'est devenu Transsibérien. Oui, après, non, ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue éditorial, c'est d'avoir des auteurs qui touchent à différents qui font un travail très éclectique dans la forme, et c'est ça qui nous plaît. Il se trouve que Vincent avait fait avait potentiellement toute une série de dessins, donc ça c'était intéressant, et Léonore avait fait un travail graphique aussi, d'images et surtout de cartographie sur lesquelles on avait déjà travaillé dans Michi. Et ce qui est très plaisant quand on décide de monter un projet éditorial, c'est d'avoir beaucoup de matériaux.
c'est-à-dire d'avoir du texte, des dessins, d'avoir des photos, des polaroïdes, voilà, tout un tas d'éléments que nous, on va se charger en tant que chef d'orchestre d'agencer dans des mises en page pour essayer de faire un beau livre. De sélectionner Voilà, aussi, exactement, de choisir, exactement. d'éliminer, Oui. de garder. Oui. Et à l'inverse, quand on a un auteur qui a trop peu de matériaux, on va pas pouvoir faire de livres parce qu'il y a trop peu de choses. Voilà. Alors, donc je disais, un voyage effectué en 2015, vous avez commencé à écrire après le déclenchement de l'invasion d'Ukraine, c'est ça? C'était quasiment au même moment, ouais. Je pense que c'était la même semaine. Parce que, Hasard total, mais... Vous en parlez beaucoup dans votre livre. Hein. On en parle parce que c'était vraiment les premiers jours, en fait. Et du coup, ça nous a... Enfin, moi, personnellement, ça m'a beaucoup marqué. Et du coup, on a estimé qu'on devait prendre position sans pour autant tomber dans un discours qui nous lie à une vision politique, etc. Mais plutôt pour nous se positionner parce que c'était vraiment dans l'instantané, en fait. Et ce qui est assez étrange, c'est que finalement, ça arrivait 7 ans après ce voyage et qu'il y avait déjà une histoire du pays et de la région qui avait totalement évolué. Alors, 2015-2022, quand vous commencez à écrire, 7 ans après, vous écrivez d'après vos souvenirs, d'après des livres de route, des carnets de route, d'après des documents. Parce que parfois, vous posez la question... en fait, dans le livre, c'est un dialogue. Hein, Éléonore écrit... et Vincent écrit, mais chacun de son côté. Vous vous êtes échangé les textes, comment ça s'est passé? C'est assez curieux comme oui, façon de faire. Alors, en fait, on avait l'idée de faire un dialogue assez rapidement sur ce projet. Après, effectivement, la difficulté se posait de se souvenir de ce qui s'était passé à l'époque, de ce voyage. On avait énormément de photos, mais on n'avait pas écrit sur le moment. Donc vraiment, on a fait l'exercice de réinventer un peu ce voyage tout en essayant de s'en souvenir de la manière la plus honnête possible, 7 ans après. Donc, c'était un exercice assez difficile. Et du coup, ce qui était rigolo, c'était d'avoir finalement nos deux visions qui divergeaient sur certains souvenirs. Vous n'avez pas tous les deux les mêmes souvenirs. Voilà, parfois, on a des doutes et du coup, on a pris le parti de chacun exprimer notre souvenir finalement de ce moment-là, sachant qu'il y a des photos qui attestent normalement un peu de l'endroit géographique, etc. Alors, il y a une mine considérable de dessins. Juste une question. Ce sont des dessins qui sont faits sur le vif ou qui sont faits d'après documents photographiques ou vidéos? Tout a été fait en 5 minutes sur le vif. C'était très rapide. Ouais. Non, c'est pas vrai. Crois, bien sûr. Non, on avait. Je ne sais pas vous croire. En fait, on fait beaucoup de documentation dont on ne sait pas forcément ce qu'elle donnera a posteriori, mais en tout cas, quand on est, on pourrait dire un peu sur le terrain, on accumule un peu de la matière et dans tout ça, après, il faut faire le tri. Il y a des choses qui servent, il y a des choses qui sont évacuées et il y a des choses qui sont reconstruites. Donc c'est fait. La plupart des images sont faites à partir de documents photographiques. Parfois, il y a des combinaisons. Mais l'idée du corpus, c'est d'avoir une forme de cohérence dans les thèmes, dans les ambiances. En fait, l'idée, c'était d'avoir vraiment quelque chose conserver une espèce d'impression des ambiances, des lumières, des atmosphères. Et la graphite s'y prête assez bien parce qu'elle a cette tendance un peu à uniformiser le dessin. C'est la variation du contraste, en fait, qui va modifier l'impression qu'on va avoir au niveau de la temporalité, de la lumière, de l'heure du jour ou de la nuit. Donc c'est retravaillé à partir de documents d'archives, mais tout le corpus est un peu travaillé pour avoir une espèce d'harmonie et de cohérence dans l'ensemble. En tout cas, il était pensé comme ça pour ce livre-là, ouais. Et puis, ce serait pas possible de pouvoir produire des dessins de ce type-là, par exemple, des dessins de ce type-là sur le vif rapidement au moment, quoi. C'est un parti pris aussi de dessinateur de pouvoir prendre le temps de travailler le dessin. Nous, on est beaucoup confrontés à ça avec des carnétistes de voyage qui travaillent, par exemple, sur le vif, mais le dessin sont jamais aussi aboutis que cela, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que c'est des partis pris parce que Michel, la forme du livre était différente
Et disons que l'idée c'était en fait je crois qu'on avait vraiment envie de faire un livre d'images et de trouver un type de corpus qui s'y prête par rapport au sujet qu'on traitait. Michi, c'était de l'encre de Chine, c'était du matériel récupéré sur place au Japon. Donc l'idée c'est d'avoir un matériau qui corresponde avec le terrain sur lequel on travaille. Mais effectivement, après c'est une histoire d'appétence. Moi, j'ai pas forcément d'attrait pour le dessin de voyage sur le vif. Ça me parle pas beaucoup. Et c'est vrai que peut-être que ça changera un jour, j'en sais rien, mais le corpus est pensé différemment. Il faut beaucoup de temps aussi. Il faut s'arrêter, il faut se poser. Alors que vous avez fait un voyage qui a duré combien de temps, combien de jours vous avez fait? C'était 6 semaines. 6 semaines. Donc on s'arrêtait quand même quelques jours 4 ou à 5 chaque jours. étape. 4 ou 5 jours. C'est un voyage en 9 étapes, hein, si j'ai bien compté, oui, il me semble. entre Saint-Pétersbourg et Pékin. Oui. 9 étapes. Vous restez 4-5 jours à peu près dans chaque ville. Oui, c'était à peu près ça. Après, on est resté un peu plus longtemps en Mongolie et en Chine pour des problèmes de visa, etc. Donc, c'était plus des contraintes administratives. Mais surtout, ce que je voulais ajouter, c'est que les dessins... Enfin, à la base, en fait, ce projet, quand on a fait le voyage, on n'avait pas l'idée de ce livre et on voulait faire une exposition avec un maximum de matériaux. On voulait ramener un maximum de matériaux et on a pris beaucoup de photographies, tout comme le projet sur le Japon, d'ailleurs, où on a fait une démarche photographique hyper systématique. Là, c'était plus des photos sur le vif, etc. Mais c'était pas du tout l'idée de produire les œuvres en voyage. En fait, c'était plutôt de les produire quand on est rentré à Paris à l'époque et pour les besoins de l'exposition en réalité. Alors, quelle est l'étape qui vous a le plus marqué? Moi, j'ai l'impression que c'est le lac Baïkal. C'est Oui. vrai ou pas? Non, c'est ça? Moi, je dirais que oui, pour moi, oui. Ouais, probablement, ouais. Parce que ça peut, bon, ça veut dire Moscou. D'abord, vous débarquez dans une banlieue lointaine, pas très sûre en plus. Ouais, c'est vrai que le Baïkal, c'est quand même assez. Et vous arrivez là au lac Baïkal et manifestement dans la lecture du livre, c'est le lieu qui vous a le plus marqué. Les populations aussi. On a fait des belles rencontres au lac Baïkal. On doit préciser que vous ne parlez pas russe ni l'un ni l'autre. Alors, moi, je baragouinais quelques mots de russe pour qu'on se débrouille et pour pouvoir prendre les billets de train et entamer des conversations. Mais au bout de 5 minutes, oui, non. Et comment se passait le contact avec les gens que vous rencontriez un peu au hasard, dans le train, à l'hôtel ou dans vos visites? C'est vrai que quand on parle pas russe, forcément, il y a une barrière de la langue à pas mal de moments. Mais dans le transsibérien, c'est une ligne qui est empruntée par des gens qui voyagent soit pour aller voir la famille, soit pour le travail, dans des zones qui sont des zones de minerais, de recherche de pétrole notamment. Donc il y a pas mal de Russes qui, dans le cadre de leur travail, ont une connaissance de l'anglais assez fine. Donc on rencontrait surtout des gens qui voyageaient pour aller travailler en fait dans les mines, dans les minerais. Et avec qui on pouvait échanger en anglais de façon un peu plus approfondie. C'est vrai que sinon, c'était on a eu des échanges plutôt sous forme de langue des signes, quoi, parfois. Donc c'est vrai que pour avoir des discussions un peu plus prolongées, il fallait effectivement que les gens parlent anglais, ouais. Ça aidait beaucoup. Et la Mongolie aussi vous a frappé, non? Je crois, j'ai l'impression. Ça nous a pas mal questionné, ouais, l'urbanité absolument hallucinante d'Oulan-Bator, la capitale. En fait, on n'en est pas sorti. On est resté enfermé dans cette ville, donc je pense que c'était aussi un peu on l'a vu un peu comme une contrainte cette étape. Et c'est vrai qu'on a été, je pense que c'est l'endroit qui nous a le plus marqué dans des termes, je dirais pas négatifs, mais c'est vrai qu'on n'avait pas envie d'y rester plus, quoi. Ouais, je peux compléter un peu. C'est vrai qu'en fait, on dépeint Oulan-Bator d'une façon assez négative. C'est vrai que je pense que la Mongolie, l'attrait de la Mongolie, c'est pas forcément sa capitale, qui est une ville quand même assez épouvantable à plein d'égards, notamment en termes atmosphériques et de pollution. Ça atteint des sommets quand même assez peu. À part la Chine, on trouve difficilement des endroits aussi saturés, quoi.
Mais ça aurait nécessité probablement d'aller un peu plus loin dans les steppes, chose qu'on n'a pas fait parce qu'on n'avait pas le temps et c'était vraiment pas l'objectif du voyage. On voulait aussi atteindre plus rapidement Pékin, on voulait passer un peu plus de temps. Donc je ne doute pas que la Mongolie soit superbe, mais on n'a pas pris le temps d'aller voir plus loin. Mais vous avez quand même fait des incidentes. Vous avez fait quelques trajets en dehors de la ligne du transsibérien parfois. Dans votre Oui, on est votre remonté dans le nord, en Sibérie, vers Tobolsk. Là, on a quitté le transsibérien, effectivement, pour remonter plus vers le nord. À part ça, c'est vrai qu'on n'a pas fait trop d'incursions hors de la ligne. Vraiment, l'idée, c'était de parcourir cette ligne et de la travailler sur son épaisseur un peu immédiate. Et alors, j'ai plus en tête, j'ai pas noté sur mes fiches, le panneau d'accueil des touristes en Sibérie. Vous vous rappelez ce qui est inscrit dessus? Parce que la Sibérie c'est considéré comme la terre du goulag, quoi. Enfin, c'est là où on envoyait tous les. Ouais. On C'est vrai incite que à y aller en touriste. Et ouais. c'est la Sibérie de mon plein gré, non? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le. Qui vous accueille, c'est le panneau qui vous accueille quand vous arrivez en Sibérie. C'est le slogan de la ville de Tobolsk, qui est quand même assez ironique, ouais. Et pourquoi vous avez appelé en sous-titre, en baseline, votre livre ou la Transsibéria ou la traversée de la terre qui dort? Alors ça, c'est une histoire assez rigolote aussi parce que après coup, je me suis dit mais on aurait dû l'appeler autrement. Bon, il était trop tard. Je me suis dit de la terre endormie, ça aurait été assez beau. Il y avait une forme poétique justement sur le fait aussi qu'en Transsibérien, on dort beaucoup quand même. Il y a une grande partie du temps, c'est quand même un wagon couchette, un lit aussi, donc on peut être amené à y passer du temps pour dormir tout simplement, avec le rythme lent du défilement du paysage, donc il y a quelque chose même d'assez agréable. Après, en fait, c'était par rapport à l'étymologie de la Sibérie. L'étymologie, en fait, c'est on l'explique un petit peu dans les premières pages du livre. C'est étymologiquement la terre qui dort. Donc, ça rappelle tout simplement que c'est une terre gelée, quoi, qui est sur un permafrost. Il y a une grosse partie de l'année où c'est pris dans les glaces, et pendant cette période-là, tout s'éteint, quoi. Il y a une petite vie animale, mais c'est vrai que tout est quasiment gelé à un moment donné pendant une période quand même relativement longue. Il y a aussi une vie humaine de quelques millions de personnes, quelques millions d'habitants. Oui, dans les villes, mais c'est vrai que dans le cœur de la Sibérie, dans les forêts, il y a des ermites, hein, il y a quelques personnes qui vivent au bord du Baïkal. Ça a été bien raconté par pas mal d'écrivains. Mais bon, ça reste des vies vraiment à la marge. C'est vrai qu'après, dans les villes tentaculaires, les gens s'adaptent au climat. C'est plus. Je pense que la Sibérie, en fait, dans l'inconscient collectif et même dans la littérature, elle est plus abordée sous l'angle de sa nature. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui l'affiche pendant les temps d'hiver. Alors, depuis 2015, est-ce que vous avez repris la route? On est parti vivre à Abidjan pendant 3 ans. Donc, on a découvert pas mal l'Afrique de l'Ouest. Et là, on est sur un projet à l'île de la Réunion. Donc, plus dans ma contrée natale. Voilà. Et qui consisterait en quoi? Sans le dévoiler, forcément. C'est un projet au long cours, on va dire, qui se déroule depuis plusieurs années, qui a pour base une thèse que fait Vincent à l'Université de Bordeaux, qui est en fait une thèse de recherche-action où il y a une partie théorique et une partie pratique, donc créative. Et la partie créative, artistique, on l'a fait ensemble, du coup, avec notre collectif. Et en gros, je te laisse un peu en parler. Là, ça va être long, hein, on va vous perdre. Hein. Non, mais sans dévoiler les secrets de fabrication. Alors, ça explique aussi pourquoi on voulait faire Transsibéria. C'était pour partir un peu de la base et sur un livre d'images, on va dire facile d'accès, en tout cas en termes d'iconographie. Parce que là, le travail qu'on a en cours, c'est un travail qui est plus expérimental sur la question des mobilités et sans limite de technique. Donc, ça donnera lieu à des productions qui pourront d'ailleurs être faites en voyage, mais qui ne seront pas exclusivement graphiques. Il y aura par exemple de la vidéo, de la photo, et un certain nombre de techniques qui seront pas exclusivement graphiques. Donc le gros travail en fait mené là-bas, c'est des enquêtes de terrain pour réfléchir à la question des mobilités à différentes échelles. Intra-insulaire et transinsulaire. Donc l'idée, c'est de développer un travail sous forme d'enquête de terrain qui sont liées
à des méthodologies de travail empruntées à de la géographie, anthropologie, etc., de les intégrer dans le champ de l'art et de la création. Et à terme, en fait, de mener des enquêtes de terrain à La Réunion, et puis à terme, de les emmener plus loin, au-delà, dans les Mascareignes. Des enquêtes de terrain qui mèneront à qui seront exprimées sous forme d'œuvres, et de différents médiums, en fait. L'idée, c'est d'exprimer. Donc ça veut dire des expositions, des publications d'ouvrages aussi. Oui. Et vous avez un éditeur? Le livre va être compliqué à faire, je sens. On ne sait pas exactement en fait, quelle forme ça va prendre. Mais c'est une vraie question, parce que c'est vrai qu'on avait échangé un peu en off avec Xavier là-dessus. Je lui avais dit, voilà, il y aura des prochains projets qui seront probablement plus expérimentaux. C'est pas évident que la ligne d'Elitis convienne à ça. Donc je sais même pas très bien encore ce qu'on va produire pour l'instant. Il y a rien de très clair à ce niveau-là. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura un corpus, on pourra voir ce que ça peut donner. Ouais. Mais pour l'instant, c'est un peu prématuré. Alors, et qu'en dit l'éditeur? C'est toujours un peu difficile. Il y a eu des expérimentations de livres avec à contenu, on va dire, augmenté, avec des flashcodes. Avant le flashcode, c'était l'insertion d'un CD-ROM ou d'un DVD dans le livre. Et c'est toujours compliqué. Parce qu'on dépasse le livre habituel, donc ça pose des problèmes logistiques, ça pose des problèmes d'emballage, de tout un tas de choses qu'on ne soupçonne pas. Il y a un équilibre économique aussi. Et il y a un équilibre économique qui dit très clairement que quand on ajoute, par exemple, à une époque, quand on ajoutait un CD ou un DVD, ça ne rajoutait pas du tout de valeur au livre. C'est-à-dire que c'était un coût supplémentaire, mais pour autant, on ne pouvait pas vendre le livre plus cher parce qu'il y avait un DVD dedans. Et du coup, c'est une question compliquée parce que certains maintenant insèrent des flashcodes. Alors ça peut participer à l'augmentation du contenu d'un livre, mais ça reste encore très à la marge, on va dire. Cette insertion, cette idée de produire un livre qui soit au-delà d'un livre, c'est une question. C'est pas très français en fait, j'ai l'impression, quoi. Nous, on est très attachés au papier et on est content. Et ça existe dans d'autres pays? Vous dites que c'est pas très français, ça veut dire que ailleurs ça peut se faire? Je sais pas, mais en tout cas, moi, je le sens pas en France. D'accord. Non, oui, ailleurs, il y a cette question du contenu augmenté. Elle a été explorée. Je sais, j'ai des auteurs en Nouvelle-Zélande, par exemple, aussi, qui travaillent dans le cinéma d'animation, et il y a des passerelles qu'ils essaient de faire avec en effet, dans ce milieu-là du cinéma d'animation, ils utilisent beaucoup de médiums différents, et du coup, il y a des tentatives comme ça, mais c'est pas simple, voilà. On a fait, pour citer juste un exemple, on a fait un livre avec eux, précisément sur le Vietnam, donc 2 auteurs néo-zélandais qui travaillent dans le cinéma d'animation. Ils ont fait un grand voyage au Vietnam de 7 mois. Ils avaient amené des caméras, des polaroïdes, des photos, etc. Donc on a eu un matériau incroyable pour faire le livre. Et même des captures, on a fait des captures d'écran du documentaire qu'ils ont fait à l'issue de ce voyage. Des captures d'écran, ensuite avec des insertions de dessins dans les captures d'écran, et tout ça avec une définition incroyable parce que le matériel, la technologie aujourd'hui permet ça sans problème. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire un film, insérer des dessins dans le film et ensuite faire des captures d'écran de ce film pour les insérer et en faire un livre. Ça, c'est possible. Mais c'est compliqué. Vous croyez au papier toujours? 100%, oui. On est là-dedans. On ne ferait pas des beaux livres si on ne croyait pas au papier. Et vous aussi? Vous croyez au papier? Oui, bien sûr. Ouais. Pas seulement à la vidéo, à la photo, ou à d'autres. Ouais, non, évidemment. Enfin, c'est aussi pour ça qu'on est allé voir Xavier. Hein, c'est qu'on apprécie la qualité des livres. Moi, je suis aussi un lecteur. On a beaucoup de bouquins à la maison. Enfin, ça y a aucun doute là-dessus. Ouais. Après, il faut peut-être pas non plus. Je pense qu'il faut pas se fermer des possibilités en termes de création. Et puis là, c'est pareil. Enfin, sans rentrer dans les détails, il y avait des questions qui se posaient par rapport à des séries d'entretiens filmés qui ont eu lieu à La Réunion, peut-être faire des retranscriptions. Mais dans ce cas-là, peut-être passer par un éditeur réunionnais qui, lui, touchera un public local, peut-être plus adapté. Après, il faut penser en fonction des projets à ce que ça peut donner, à la cohérence qu'ils doivent avoir.
Je pense qu'on sait à peu près bien ce qu'on peut proposer à Xavier. Ça pourrait donner lieu à quelque chose d'adapté à ça, ou peut-être il faudrait imaginer plusieurs formes possibles. Ça peut être des formes complémentaires. Bon, tout reste à penser, quoi.